Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un film d'animation japonais, Redline, sorti en 2010 au Japon, réalisé par Takeshi Koike. Donc un film d'animation incroyable, alors là franchement c'est assez extra. Pendant 1h40 on est dans une espèce de course complètement effrénée sur une planète, la Redline, la fameuse Redline qui est connue dans toute la galaxie, et un pilote, GB, va essayer de réussir l'impossible, c'est de battre le champion en titre Machine Head, et bien sûr il va se confronter à toutes sortes d'adjuvants et d'opposants. Vraiment c'est une course, vous avez jamais vu ça, une espèce de speed racer dans l'espace avec des aliens, c'est vraiment n'importe quoi, mais on me l'avait conseillé un très bon ami à moi, Valentin, je te salue, qui m'avait dit il faut que tu regardes ce film là, absolument. Alors je suis allé le voir et en effet c'était vraiment super. J'ai beaucoup aimé Redline. Généralement je suis plutôt fan de films de course, que ça soit dans le ridicule comme l'équipée du Cannonball, ou des choses un peu plus sérieuses comme là récemment j'avais vu coup sur coup Le Mans avec Steve McQueen, que je n'avais pas vraiment aimé, je trouvais qu'il y avait un problème de lenteur, et Grand Prix de Frankenheimer. Alors là, Grand Prix c'est un truc vraiment impressionnant avec Yves Montand notamment, et je crois qu'il y a même Mifune en constructeur de voitures. C'est vraiment un truc assez impeccable, un Grand Prix, ça je vous le conseille, Grand Prix. Que je crois qu'il date de 66 il me semble, assez innovant je trouve pour l'époque. Et bien sûr on a des grandes scènes de course connues comme la scène de baignure bien sûr, mais aussi la course de pod dans Star Wars, et bien sûr Speed Racer plus récemment qui a vraiment fait parler de lui. Et bien là vous avez aussi un autre film à voir absolument. Je crois que Speed Racer est sorti pas loin justement de Redline en termes d'années, ça doit se différencier d'une année ou deux mais pas plus. Il faut dire que il était précédé d'une réputation des plus flatteuses, car il a même été comparé justement à Speed Racer, voire même mis sur le même piédestal. Sans doute, peut-être est-ce une réponse un brin excessive pour un film qui l'est tout autant. Du début à la fin, on a les ingrédients de la course par excellence, le rapport avec le mécanicien plus âgé, le jeune coureur, comme dans Jour de tonnerre, un mec imbattu, super vénère, des paris d'argent, des préparations, des choses techniques autour de la voiture, et bien sûr un love interest. Mais bien sûr, vous savez, les Japonais ne sont pas aussi, directs, je devrais dire, que nos homologues américains. Donc la relation qu'entretient GB avec la femme, je sais plus comment elle s'appelle, c'est terrible, mais qui justement, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que dans le film, la relation amoureuse ne prend pas tant de place que ça. Elle est d'abord une adversaire à GB parce qu'elle fait aussi partie de la course, et au final, eh bien, tous les deux vont se retrouver ensemble, je crois, dans la même voiture à la fin du film. Donc c'est un mélange d'un genre de film entre le film principalement de course, mais qui va avoir par moments des bribes, des sursauts, des fulgurances de Keiju Eiga, de films de guerre, de films de mecha. Donc c'est une sorte par moments de film un peu hybride, et tout ça dans une démesure colossale, dans un scénario qui a tendance à être un petit peu, équilibré autour de la Redline. Le film ne dure pas si longtemps que ça, il dure 1h40, une durée standard, on devrait dire, par rapport à ce qu'on a l'habitude aujourd'hui des films à rallonge, car il y a des choses suggérées, un passé de personnages, une première course de la Yellow Line qui dure 10 minutes, et la Red Line qui dure plus de 30 minutes sur 1h40 de film. Donc ça donne vraiment l'impression d'un animé qui serait derrière, en fait, donc d'une série d'animation japonaise qui serait derrière et dont on a compressé les éléments. La Red Line, c'est une ligne rouge, une autoroute, une ligne, mais aussi le sang. Et le titre joue sur deux ambiguïtés. Si tu veux réussir la Red Line, il faudra te donner ton sang. Et bien sûr, comme si ça ne suffisait pas, il y a des magouilles financières derrière. Donc il y a aussi une ligne de conduite, une ligne à ne pas franchir si on veut réussir la Red Line. Donc la Red Line, en fait, par son titre, comporte beaucoup plus d'éléments que simplement
pour représenter le titre de la course. C'est un enjeu majeur. Et c'est un enjeu dans l'univers du film qui est légal. Là où on constate, on nous dit qu'il y a des courses illégales, mais giga médiatisées. Ce qui est une sorte de paradoxe. Les médias sont très très importants. Il y a des présentateurs, une machine médiatique, une sorte de course illégale, absurde, avec des véhicules complètement fous, bardés d'armes. Ce qui est intéressant avec la Red Line, c'est qu'elle semble illégale parce qu'elle se passe sur une planète qui n'a pas autorisé la Red Line, et en même temps on voit un tel déballage d'éléments économiques aussi autour de la Red Line qu'elle a dans un sens un statut un petit peu officiel. Donc elle n'est pas officielle pour ceux qui possèdent la planète sur laquelle elle se déroule, mais pour tout le reste de l'univers ça semble être une course tout à fait légale, mais elle est bien sûr illégale par rapport à nos codes moraux, puisqu'on utilise des armes dans cette course là. Donc c'est vraiment une course sans pitié, là où généralement il y a beaucoup de courses qui n'ont jamais eu des enjeux de fou. Et ce film, eh bien il transpire l'excès. À quel point va-t-on sacrifier des choses pour gagner, c'est de faire un avec la machine. Une machine aide est capable de fusionner avec son véhicule pour aller encore plus vite. Donc on se détruit un petit peu soi-même pour continuer à rouler. C'est quelque chose qui n'est pas sans conséquences. Et tous les coups sont permis. Alors là, c'est n'importe quoi. À un moment, on a un duo de super-héros qui font partie de la course, qui viennent saboter une machine de destruction de Robo World. Donc les gars, ils vont jusqu'à saboter des systèmes de l'armée qui contrôlent la planète pour pouvoir faire leur course. Donc on est vraiment sur un espèce de micmac. Vous avez jamais vu ça à ce point-là? C'est complètement fou. C'est un film, la Red Line, qui montre tellement de choses, finalement vraiment en si peu de temps, mais on sent que ça transpire, on sent qu'il y en a sous le capot. Le film, il y en a sous le capot. C'est un univers créatif, pas forcément original, mais vous savez, c'est un petit peu une impression de voir une sorte de film d'animation à la Valérian, où il y a beaucoup de choses qui s'agitent autour de nous. On sent qu'il y a de la vie, que c'est un film dont l'univers vit. Ça c'est important. Voilà, moi ça me fait vraiment penser par moments aux bandes dessinées de Valérian. C'est un film aussi sur le divertissement à outrance, l'excès comme je vous dis, qui détruit une planète, des vies, pour satisfaire des foules de plus en plus gigantesques. On nous explique du coup pas forcément tout ce qui se passe, c'est-à-dire le fond politique de Robo World, entre autres. C'est là où ça donne l'impression que ça peut être un animé, où je pense peut-être que Koike, elle l'avait pensé d'une autre façon. Il a fait le film pour peut-être donner envie au studio de financer une série. Ah, ça c'est possible, mais vous sentirez avec le film que on nous donne plein d'éléments, mais on les exploite pas forcément. C'est après à nous, et ça c'est quelque chose je trouve qui se perd en ce moment, c'est à nous de faire un effort d'imagination pour savoir ce qui se passe autour. Plutôt que nous l'expliquer absolument, c'est nécessairement... Non, on fait miroiter des choses au spectateur qui va après travailler son intellect, son imagination par la suite, pour justement déployer qu'est-ce que c'est que la politique de Robo World, comment fonctionnent les courses, est-ce qu'il y a d'autres lines, parce qu'on parle de Yellow Line et de Red Line, mais est-ce qu'il y a une Blue Line, une Green Line, et bien sûr ça va toujours plus vite, il y a une sorte de crescendo de vitesse. Dans le film, dans les courses, il y a vraiment un déploiement de moyens pour représenter la vitesse. Et quand même ça ne suffirait pas, on nous fout des monstres géants de la planète qui se détruisent l'un l'autre au milieu de la course. C'est-à-dire qu'il y a des titans biologiques au milieu du film qui commencent à tout détruire sur leur passage. Là, comme je vous le vends, c'est ultra spectaculaire, mais je peux vous assurer que ça vaut le détour. Et avec tout ce fatras, eh bien le film il est très divertissant. Mais par contre, alors là qu'on se dise tout de suite, ce n'est absolument pas pour les petits. Il y a de la violence et des positions sexuelles. Donc je vous invite à ne pas mettre vos enfants devant. Le sexe et violence, ça fait vendre, on le sait aussi. Mais c'est aussi une sorte de petit film romantique avec un mec qui rend la boucle d'oreille à la fille et après il roule tout fou et s'arrête dans un champ de fleurs.
Il y a des flashbacks aussi dans le film pour narrer les personnages. Cette folie, cet excès, aussi bien dans le romantisme que dans la vulgarité sans nom, eh bien, je pense que les gens qui sont trop habitués à l'histoire classique des films de course pourraient vraiment refuser le film, voire même le dénigrer, puisqu'il y a une espèce d'excès non contrôlé dans le film. Ce serait petit joueur de le formuler comme ça, mais encore une fois, c'est une sorte de reprise japonaise à l'excès, comme souvent les Japonais le font, hein, de choses qu'on a déjà vues ailleurs. Et puis, Speed Racer, ne l'oublions pas, est quand même à l'origine japonais. Ce n'est pas seulement un film des Wachowski. Je ne devrais pas le formuler bêtement. Le fameux, vous savez, 99% action, 1% neurone, hein, vous savez, le pose ton cerveau. Je pense pas que ce soit simplement de l'action sans substance, voilà ce que je veux dire. Je n'ai pas envie de croire qu'il s'agisse d'une histoire qui est plus une excuse pour simplement de l'action. Je pense que c'est un mauvais point de vue qu'on a vis-à-vis de pas mal de films, et c'est souvent un point de vue qui est plutôt facile d'adopter rapidement pour après passer à autre chose, voire même pour pas faire un effort pour travailler un film, parce que ce n'est pas facile. Je me permets cet aparté, on souhaite dans l'absolu tous avoir quelque chose à dire sur un film, faire une démarche de trouver des éléments, de travailler, mais le film ne va pas vous aider. Le film, il est là, il est fait comme il est. Je veux dire, le film n'a pas quelque chose de cryptique, ça n'existe pas. Le film, il garde le même plan, quoi qu'il se passe. Cette idée, des fois, que maintenant que je réfute de palimpseste, où on détruirait une partie de l'œuvre pour voir quelque chose qui est derrière, dans un film, ça n'existe pas, parce que le film ne va pas révéler autre chose que ce qu'il est déjà de base quand le film sort. C'est encore une fois au spectateur de faire un travail sur lui-même, de faire un travail de recherche, de faire tout simplement un travail d'observation. C'est à lui d'augmenter sa vision et pas à l'œuvre d'être décryptée comme si elle avait quelque chose à cacher. Ça n'existe pas. C'est le spectateur qui a les connaissances ou qui ne les a pas et qui doit travailler dans ce cas-là pour les avoir. Le film, il est tout seul. Donc, encore une fois, vis-à-vis, parce que j'ai eu une petite dispute sur un Discord vis-à-vis des films de Emmerich. Si vous avez un film qui vous résiste ou un film que vous trouvez trop simple, eh bien posez-vous plus de questions. Et dans ce cas-là, vous ferez un effort intellectuel. Mais bien sûr, les gens ne veulent pas faire un effort intellectuel, donc on se laisse guider par nos a priori, nos préjugés et nos premières pensées. Et ça, ce n'est pas facile du tout à déjouer, surtout qu'on ne veut pas y mettre un peu du sien. Et je dis ça pour n'importe quel film, hein. Ça peut être aussi bien des Marvel que des films qui nous sont très austères. Moi, par exemple, les Antonioni, j'ai beaucoup de mal avec eux, mais je sens qu'il y a quelque chose, et il faut se mettre dans une condition d'esprit, et de même que pour l'animation, quand Koike passe des années de sa vie à faire un film comme ça, c'est pas juste pour du pur divertissement, il y a une recherche derrière, ne serait-ce qu'une recherche esthétique de comment il a dessiné, parce que quand vous verrez le dessin animé, c'est pas du tout un dessin animé comme vous avez déjà vu. Le Koike, il a un style, et ce style, justement, ça peut être très challengeant intellectuellement de chercher un peu l'origine de style, de cette façon de dessiner les corps, parce que ici il y a un véritable dessin du corps qui est assez fascinant à observer, dans la différence avec ce qu'on a pu voir ailleurs dans d'autres films. Donc vraiment, je vous invite à faire, quand il y a un film que vous trouvez trop simple, à travailler, à trouver une porte d'entrée pour commencer à déployer un discours, parce que n'importe quel film a un discours, mais est-ce qu'on a envie de faire le travail à chaque fois de déployer quelque chose? Et je dis un discours comme s'il y avait quelque chose d'objectif à observer, mais ça peut être aussi un travail sur les sentiments. Bon, il y a beaucoup de films où je ne vois pas forcément des discours, mais je trouve admirable le travail sur les émotions des personnages. Là, j'ai vu récemment la version des années 70 de Star is Born, donc avec Barbara Streisand. J'ai beaucoup aimé le film, parce que c'est un film qui parle de conditions de sentiments et finalement aussi
de classe sociale, ce serait un peu rapide de le dire, mais comme vous avez pu le voir avec le film avec Lady Gaga et Bradley Cooper, nous avons quelqu'un qui est célèbre et très riche, et une personne qui est plutôt humble et pauvre, et on va avoir une inversion de valeur, et un retournement d'identification, parce que nous commençons avec l'homme, et nous terminons avec la femme, et comment en fait tout d'un coup on se désolidarise de l'un pour aller vers l'autre, voire même on souhaite, et ça dépend des gens, on souhaite que les deux restent ensemble. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est quand on voit un film comme Redline, j'ai quand même fait un grand écart, mais je sais bien aussi de faire des fois des moments de pause dans les critiques pour parler de sujets plus généraux. Quand vous voyez Redline, posez-vous quelques questions. Je vous ai évoqué par exemple tout ce qui est à l'attrait médiatique, comment les médias traitent la Redline, qui est une course illégale et violente, comment elle crée de l'adrénaline en fait avec le public. Donc je pense qu'il y a aussi toute une condition politico-économique que nous narre un petit peu la Redline, qui est intéressant à observer. À quel point on est prêt à faire du divertissement pour les foules, c'est-à-dire littéralement potentiellement pulvériser une planète. Donc on est vraiment sur un espèce de montrer un excès de la population pour du sang. Encore une fois, la Redline. Donc je pense qu'encore une fois, on peut déployer un discours. Il faut essayer, si on a envie de le faire, si c'est une gymnastique du cerveau, hein, et plus vous allez le faire, moins vous aurez d'efforts à fournir quand vous aurez des nouveaux films à voir et que vous aurez envie d'en discuter avec les gens. Parce que ça sert à rien de citer du Wikipédia avec des statistiques, de chiffres et tout ça. Mais après, avoir un discours avec ça. Un discours qui peut être petit, grand, après c'est en fonction des gens avec qui vous allez discuter. Mais il faut essayer un moment vis-à-vis des films qui nous semblent trop évidents, comme par exemple, je reviens à Emmerich, Moonfall, eh bien je pense qu'on peut faire un effort pour essayer de trouver une ouverture, une opportunité de se dire, ce film il a été fait, mais pourquoi il a été fait ? Comment ça se fait en fait que la personne passe 2 ans de sa vie, ou 3 ans voire plus, pour réaliser ce film-là ? Il y a quelque chose qui est derrière ce film. Est-ce que ce film aurait pu avoir, une meilleure saveur s'il était sorti à un autre moment, ou ce film il raconte quoi et comment on peut le rattacher à ce qu'on vit aujourd'hui, ou justement comment ça se fait que peut-être tel ou tel film ne marche pas aujourd'hui alors qu'il aurait peut-être pu marcher avant. Donc ça veut dire aussi, les échecs des films veulent peut-être dire aussi quelque chose sur notre société, mais ça il faut aussi le questionner. Donc il faut se renseigner et il faut faire un effort sur soi-même, sur ce qu'on ressent. Encore une fois, on repart de son sentiment. Quand on voit par exemple un film comme Gravity, ça semble être un scénario à la con, mais il y a un sens métaphorique. On ne peut pas forcément s'intéresser au développement, on ne peut pas y voir de l'intérêt, c'est vrai, mais ça relève alors de la différence d'opinion, à bien distinguer des faits, de ce que le film représente, peut-être de ce qu'a dit le réalisateur. Ça dépend, il y a des réalisateurs qui sont plus ou moins loquaces sur leurs intentions de faire tel ou tel film. Je vais parler rapidement des personnages. Nous avons JB qui est un coureur un peu traditionnel avec une voiture plutôt conventionnelle. Elle n'est pas aussi folle que celle de ses concurrents. Elle est sans armes, donc c'est en cela que c'est un traditionnel. C'est un personnage qui a, on va dire, des objectifs. Comme je vous le disais souvent, des objectifs à 3 niveaux. Vis-à-vis du conflit des personnages, ou en tout cas de ce qu'ils tentent d'achever. 3 niveaux de conflit intérieur, personnel et externe. Eh bien, nous pouvons constater, je pense que je ne me trompe pas trop, que JB a un rêve interne qui est de faire la Redline. L'impression que le personnage sur qui a fantasmé JB est en fait le truand qui fait des manigances avec Frisbee. C'est l'impression que ça donne à un moment. Il a un rêve, il a une espèce de flash, encore une fois. C'est tout simplement lié, les personnages dans l'animé japonais, ils fantasment, encore une fois, une image qui va après le hanter et l'amener justement à faire la Redline. Donc c'est quelque chose qui est profondément ancré dans le personnage, et ceci découle directement dans ses relations avec Sonoshi, qui est donc le nom de la fille. Je me souvenais plus au départ, mais c'est donc Sonoshi, et Frisbee qui est son constructeur. Donc là on est sur des
rapport plus personnel, de déploiement de relations humaines avec ces deux personnages, et bien sûr le rapport le plus externe, le plus voyant, le plus apparent, ce sont ces conflits avec les adversaires de la course, tous les types qu'il va affronter et qu'il va devoir dépasser, y compris bien sûr Machine Head. Il n'y a pas forcément de grandes réactions émotionnelles, mais on a envie qu'il gagne, parce que c'est quand même celui avec lequel on va s'identifier. Il a une sorte de coupe de cheveux, j'allais dire Elvis Presley, c'est un peu rapide de le dire comme ça, mais vous savez, chez les Japonais, dans certains animés, on a des coupes de cheveux qui défient la gravité. Regardez par exemple dans Yu-Gi-Oh! Moi je connais plutôt bien Yu-Gi-Oh! On a des coupes de cheveux, mesdames et messieurs, c'est spectaculaire. Encore une fois, on est sur... Aussi bien quand je vous disais que Koike a une façon de dessiner le corps qui, je trouve, bien à lui, on revient aussi sur des choses plus classiques de l'animation japonaise, à savoir les coupes de cheveux qui sont toujours assez incroyables, assez burlesques. C'est souvent, en fait, pour les racailles, j'ai envie de dire, qu'on propose des choses absolument incroyables en termes de coupe de cheveux. La coupe est très vite associée aussi à la délinquance. Vous savez, les Yakuza dans les années 90 et tout ça, et finalement, c'est un cliché qui revient d'animé en animé, toujours des coupes de cheveux. Sinon, on a des caprices aussi de dessinateurs, faisant partie un peu du langage, mais aussi les couleurs des cheveux pour définir des caractères, donc, ou les couleurs de peau aussi pour définir des caractères. On a aussi des personnages en animation qui sont dessinés avec une couleur plus sombre dans la peau, des gens qui sont dessinés avec une couleur beaucoup plus claire. Donc, tout cela aussi est très codifié dans le dessin des personnages. Gibi, par son look un peu marginal, il est clairement indiqué esthétiquement comme l'underdog de la course. Gibi va être sélectionné par le vote du public, donc c'est un mec qui est toujours sauvé par le public parce que c'est quelqu'un qui fait le show, c'est quelqu'un qui justement par le fait d'être traditionnel et underdog séduit le public, qui est impressionné par la volonté de ce petit homme par rapport à d'autres qui ont des machines de guerre en guise de voiture. C'est aussi quelqu'un qui fait un peu attention à ce qu'il dégage, même s'il a une sorte de désinvolture, mais c'est quelqu'un qui fait toujours un peu attention à sa coupe de cheveux, il n'arrête pas de la remettre en place. C'est assez délicieux à voir, et Frisbee bien sûr capitalise sur le potentiel de son poulain Gibi. Il y a le mécano, alors, on dirait une araignée mais avec une grosse moustache, c'est assez délicieux, il se déplace très bizarrement, le trio fonctionne super bien, je vous invite vraiment à voir, à savourer en fait les dialogues, les pics qui s'envoient et finalement l'osmose qui règne entre ces trois personnages. Et à un moment, Gibi, il croise Sonoshi. Alors bien sûr, Sonoshi, vous savez, comme les Japonais aiment bien hyper sexualiser leurs personnages féminins quand ils s'y mettent avec, je veux dire, vraiment, des seins comme il faut, une taille fine, des jambes, mais mamma mia, des jambes, une scène où elle dévoile le haut, mais c'est un truc de malade, voilà, mais c'est absolument délicieux, mais elle se plaint qu'on l'ait filmé de façon sexy dans une pub, une sorte de fanservice qui n'a pas, je pense, la même connotation qu'en Occident. Ici, on sexualise énormément les personnages. Miyazaki, lui, dénonçait ça clairement parce que dans ses films, on n'est absolument pas dans cette ligne-là. Ici, on est sur une ligne droite de la commercialisation des corps, des produits dérivés, puisque bien sûr, ces coureurs sont aussi des produits de marque. Donc, bien sûr, on leur met mais tout sur la gueule. Il y a une espèce de, de couple de femmes qui sont en train de faire un show, télévisé, et à un moment, elles font des décroisements de jambes un petit peu spécial, un peu à la Basic Instinct, en beau milieu du show. Voilà, on est sur une sorte d'excès de produits dérivés. Encore une fois, on revient à l'idée de médiatisation dans le film. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. On a des statuts de personnages, littéralement. Et on passe aussi du temps un petit peu avec Sonoshi. C'est une héroïne forte et indépendante. La détermination de Sonoshi à pousser Gibi à devenir pilote est assez admirable parce que par la compétition, elle pousse Gibi à vraiment se donner à fond. Et Gibi, alors, toujours très, le destin les rassemble, pourrait-on dire, mais les Japonais font beaucoup ça. Gibi avait déjà vu Sonoshi enfant et là, il s'est rendu compte qu'elle serait une championne. Donc
L'idée que tout est relié dans les histoires d'animation japonaise est quelque chose de très classique. On a après d'autres personnages, des personnages fous, des poussins extraterrestres avec un design de la mort. Chaque personnage est animé de manière à ce qu'ils possèdent chacun ou chacune leur propre petit tic nerveux et mimique, ajoutant de la crédibilité à leur personnalité et des spécificités à leur véhicule. Et tout ça est fou, absolument jouissif. Les militaires de Roboworld, par exemple, sont des personnages impitoyables. Les modales de la justice, vous savez, ceux qui sont absolus de la justice, s'ils voulaient faire péter une planète juste pour faire péter la course, ils le feraient. Donc il y a une espèce de délire du général qui veut attaquer les coureurs en bombardant sa propre planète. Donc on est vraiment sur la folie des gens. Encore une fois, je vais vous parler d'excès, on n'est pas à moitié. Les humains sont comme des extraterrestres pris par les mêmes instincts. Donc on a un alignement des instincts humains sur le reste des aliens du monde. Bon, ça c'est pour que ça soit plus simple. Et on a après Machine Head qui est une espèce de gros monsieur de tank vivant, ultra massif. Ça fait très très pop pour le coup, qui arrive comme ça avec une espèce de musique Machine Head. C'est un petit peu fou. Vraiment, c'est vraiment bizarre comme dessin animé. C'est un film qui respire l'excès de moyens. Le film avait été fait par Madhouse. Rien qu'avec le studio, on pourrait déjà penser à un gage de qualité. C'est une démonstration technique, réellement, entièrement en 2D à la main. C'est-à-dire qu'il y a eu 7 ans de développement sur le projet, de production, j'entends par là, avec des arrêts à 4 reprises, des départs de dessinateurs. Donc on a un travail monumental. Rien n'est fait, virtuellement, je veux dire. C'est du dessin à la main. Donc on est sur une prouesse, encore une fois. Une prouesse qui dure 7 ans. Mais le résultat est un travail esthétique. Des dizaines de milliers de dessins. J'avais lu le chiffre de 100 000 dessins qui donnent une sorte de bouillonnement de couleurs. Il y a une scène d'inondation et on a l'animation de l'eau qui est hallucinante. Il y a des séquences énergiques mais où l'animation est folle, où tout tremble, et quand ça tremble pas, les éléments bougent beaucoup, c'est très très détaillé. Il y a un travail sur le métal, sur la lumière qui s'y reflète, des déformations de matière, des femmes sexy, très sexy, avec non seulement des tenues, mais aussi des positions des caméras qui laisse rêveur, si on peut dire, à un homme, des corps athlétiques et avec des enrobages, ce qu'il faut aux bons endroits, si vous voyez ce que je veux dire. On connaît son nom à Koike, puisque c'était lui qui avait fait l'animation du segment dans le premier Kill Bill, et il avait aussi fait un court-métrage que j'aime beaucoup dans Animatrix, donc qui est un recueil de courts-métrages sur la matrice. Il avait fait l'animation de World Record, donc sur ce coureur noir a finalement un accident sur une course et qui, après, paralysé, va défier l'ordre de la matrice et se lever de son siège alors qu'il est paralysé. Parce qu'il voit au-delà, en fait, il fait un effort spirituel pour dépasser en fait le conditionnement de la matrice. Ça, c'est un super court-métrage, World Record. Et c'est aussi, de ce que j'ai lu, un style de personnage qui fait très années 90, dans le style Iron Flux. Des références à d'autres animés, on pense à Akira, Evangelion, je pense aussi à une influence de Neo Tokyo's Running Man, qui s'est sorti en 1987, de Yoshiaki Kawajiri. On a un look alien des personnages, même humains. Donc on est une sorte d'hybride d'influence et de style personnel. On le voit dès World Record, on le voit qu'il y a quelque chose qui fait travailler Koike sur la déformation des corps. On a déjà tout dans World Record. Tout ce que va être la Redline, on l'a dans World Record. La course, la limite à dépasser, la spiritualité va vaincre la physicalité. Encore une fois, à la fin du film, Chibi et Machine Head qui se font face, et il y a clairement l'un qui est dans la pure physicalité avec sa machine et l'autre qui cherche en fait à dépasser sa condition avec quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de l'immatériel. On a déjà les éléments, la course, la musique, on a tout. Si vous voulez voir ce que peut donner Redline, avant de lancer le film, regardez World Record et vous aurez tous les éléments nécessaires. Le film est là aussi pour faire du spectacle. C'est ce que dit JB.
Et c'est ce que fait Koike. C'est un film qui provoque de l'adrénaline. Le style est frénétique, énergique, bien narré, même si on souhaiterait que ça soit narré plus longtemps. Le film semble à un moment d'ailleurs épuiser toutes les possibilités de représenter la vitesse à l'écran. Et c'est pour cela qu'on termine la course de la Red Line avec uniquement des plans sur les visages des personnages. Comme si leur volonté était la seule chose qui restait à narrer. Tout est très lisible, bien qu'il y ait quelques angles dans des coins contre-plongés pour donner l'impression de personnages géants, on ne sait pas trop pourquoi, il y a une déformation du corps, si ce n'est pas le corps lui-même qui est déformé, eh bien la caméra va donner une impression de corps géant, de corps difforme. On a la présentation des adversaires, qui est présenté dans une mise en abîme de télé japonaise. Ça pop un peu partout comme des news. Donc on a un traitement télévisuel des événements comme un événement sportif. Tout cela nous est représenté aussi dans une mise en scène des médias. Encore une fois, la médiatisation avec un son. Alors là, si vous avez un home cinéma, le son il est ouf. Il y a aussi la musique avec une vraie montée en puissance. Alors il y a un peu beat techno, hein, la musique. On a envie d'entendre un peu autre chose, mais ça fonctionne avec les scènes. Écoutez la track de la Yellow Line. On commence avec des accords très simples. Et puis peu à peu, on commence à avoir beaucoup plus d'instruments. Des sons vont se rajouter pour aller toujours plus loin, et après ça change, et après ça revient. C'est très étrange la façon dont ils ont fait la musique. Mais ce n'est pas forcément une musique très conventionnelle, hein. On n'est pas sur un film conventionnel du tout. Mais c'est donc un film d'animation sacrément bordélique qu'on nous a offert ici, avec des intrigues qui sont des prétextes pour converger le récit vers les courses. Donc c'est bien sûr les courses qui ont le plus d'intérêt dans ce film-là, mais il y a ce besoin de créer un lien entre ces courses qui est souhaité par le spectateur pour comprendre les enjeux, suivre les personnages et en même temps est handicapant parce qu'on sent que c'est pas ce qui est le plus intéressant dans le film. Les liants sont des grandes béquilles qui durent plusieurs dizaines de minutes, hein, mais des grandes béquilles pour nous faire tenir jusqu'à la ligne d'arrivée qui est justement la course finale ou alors là le film il se déchaîne. Il se déchaîne comme jamais. Moi, je lui mettrais honnêtement un 15 sur 20, mais largement mérité. C'est une très très bonne qualité. C'est très vivifiant. Il y a de l'adrénaline, hein, dans le film. Et c'est très... quand c'est de l'animation, voir un film de course, c'est très bizarre. En fait, il y a une impression que le film doit déployer des trésors d'inventivité et de force pour nous faire vivre une impression de vitesse, là où un film n'a qu'à filmer une voiture rouler. Eh bien, il faut donner cette sensation quand on fait de l'animation. Et ça, ce n'est pas facile du tout. Et le film le réussit, je trouve. Voilà, j'ai terminé avec cette critique en un bon 15 sur 20, ça le mérite complètement. N'hésitez pas à vous poser des questions quand vous avez devant vous des scénarios trop simples, vraiment trop simples. Le sont-ils vraiment? La question est posée. En tout cas, si vous avez des questions ou des remarques à faire sur la critique ou justement sur ce que je dis, sur la question des films trop simples, mais n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires. Moi, ça me ferait très très plaisir de discuter avec vous. Alors, ne vous inquiétez pas, si je réponds pas tout de suite aux commentaires, j'ai tendance des fois à attendre un petit peu, ça peut même me faire attendre un mois et après je commence à répondre en masse à toutes les personnes, donc ne vous inquiétez pas, je lis tout ce que vous me marquez, même si là je me fie aussi un peu à YouTube pour me donner tous les commentaires qui arrivent sur ma chaîne. Si des fois il ne les met pas, moi je peux pas le savoir, moi je fais pas le tour de toutes mes vidéos tous les jours, hein. Mais voilà, je suis très content d'en avoir parlé de ce film parce que ça fait très très longtemps que je l'ai vu. Ça doit faire 2012 peut-être, 2012-2013, voire même avant, je sais pas. Mais ça fait un moment que je l'ai dans mon stock, cette critique. Je remercie Valentin de m'avoir fait découvrir le film, de m'avoir donné envie d'en parler, de m'avoir donné aussi son avis sur quelques idées pour faire cette critique malgré lui. On en avait un petit peu parlé à l'époque et il m'avait dit 2 ou 3 éléments comme ça et ça m'a intéressé. J'ai noté 2 ou 3 idées. Par contre,
pour me souvenir de ce que c'était. C'est noyé dans mon texte de notes, je ne saurais plus vous dire. Mais je suis content qu'il me l'ait conseillé. Je le remercie et je le salue, bien sûr. J'espère que tout va bien de son côté. Je lui enverrai la vidéo, bien sûr. Quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous remercie pour votre soutien indéfectible. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!